J'ai presque 60 ans et je suis mariée à un homme de 30 ans. Mon mari m'a apporté du thé tous les soirs pendant 6 ans. Jusqu'à ce que je découvre qu'il m'empoisonnait lentement. J'étais assis figé dans le cabinet du médecin tandis que ses paroles résonnaient dans ma tête comme un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Défaillance d'organes. Empoisonnement lent. D'ici 1 an. Pendant plusieurs secondes, j'ai vraiment oublié comment respirer. La pièce semblait soudain plus petite, l'air plus lourd, comme si les murs eux-mêmes se refermaient autour de moi. Qu'est-ce qu'il y avait, exactement dedans ? J'ai finalement murmuré. Le médecin ajusta soigneusement ses lunettes avant de répondre, presque comme s'il choisissait ses mots avec prudence. Un sédatif puissant mélangé à des traces de composés toxiques, expliqua-t-il doucement. Pas assez pour tuer immédiatement. Mais suffisamment pour affaiblir votre corps lentement au fil du temps. Une exposition continue finirait par endommager vos organes au-delà de toute possibilité de guérison. Lentement. Ce mot a fait plus mal que toute autre chose. Parce que lentement, cela signifiait que ce n'était pas un accident. Ce n'était pas de la rage. Ce n'était pas un terrible moment d'impulsion. C'était délibéré. Attention. Patient. Le médecin se pencha en avant, baissant légèrement la voix. Madame Collins, celui qui a préparé cela a très bien compris le dosage et le moment. De la glace s'est répandue dans ma poitrine. Ryan a donné des cours de bien-être à base de plantes. Il a passé des années à étudier de manière obsessionnelle la médecine naturelle, les suppléments et les composés végétaux. C'était le genre d'homme qui pouvait parler pendant des heures de ce que certaines herbes faisaient au système nerveux ou de la façon dont différentes et affectaient les habitudes de sommeil. Il savait exactement ce qu'il faisait. En rentrant chez moi cet après-midi-là, mes mains tremblaient tellement que j'ai dû m'arrêter 2 fois juste pour me stabiliser. J'étais assis dans la voiture, agrippé au volant, tandis que des inconnus passaient dehors, complètement inconscients que tout mon mariage venait de se briser en silence. Mais curieusement, je n'ai toujours pas pleuré. Pas encore. Parce que mon esprit refusait de relier complètement l'homme qui me massait le dos tous les soirs à l'homme qui m'empoisonnait secrètement nuit après nuit pendant des années. Quand j'ai finalement franchi la porte d'entrée, une douce musique jazz s'est échappée des haut-parleurs de la cuisine. L'odeur du beurre à l'ail et du romarin remplissait la maison. Des bougies scintillaient doucement sur la table à manger comme dans un film romantique. Ryan se tenait devant le poêle en remuant la sauce pour pâtes lorsqu'il leva les yeux et sourit chaleureusement. Voilà ma fille. Ma poitrine s'est tellement serrée que j'ai eu mal physiquement. Pendant une seconde dangereuse, j'ai failli le croire à nouveau. Presque. Mais ensuite je me suis souvenu de la bouteille ambrée qui renversait mon thé. Une goutte. 2. 3. Je me suis forcée à sourire en retour. Et pour la première fois depuis 6 ans, j'ai menti à mon mari aussi. Cette nuit-là, Ryan m'a apporté le même thé chaud à la camomille et au miel qu'il avait préparé presque tous les soirs depuis notre mariage. Il m'embrassa doucement le front avant de me tendre le verre. « Bois tout ça, chérie », murmura-t-il. « Tu as besoin de repos. » J'ai hoché doucement la tête et j'ai fait semblant de siroter pendant qu'il me regardait attentivement depuis le bord du lit. Ce n'est qu'après qu'il se soit finalement endormi à côté de moi que j'ai tranquillement transporté la boisson dans la salle de bain et l'ai versée dans un autre pot caché. Le lendemain matin, au lieu d'aller voir la police, j'ai contacté un avocat. Pas parce que je voulais me venger. Parce qu'au fond, un instinct en moi comprenait déjà que cette situation était bien plus dangereuse qu'une simple trahison. C'était la survie. Au cours des 3 semaines suivantes, je suis devenu quelqu'un que je reconnaissais à peine. Calme. Calme. Attention. J'ai installé de minuscules caméras cachées dans toute la cuisine et le couloir. J'ai documenté chaque bouteille utilisée par Ryan. J'ai enregistré tous les rituels nocturnes. Et chaque soir, sans faute, il préparait la même boisson. Chaque nuit, il me surveillait de près pendant que je faisais semblant de l'avaler. Puis chaque matin, il m'embrassait sur le front avant de partir pour des cours de yoga, souriant comme le mari parfait et dévoué que tout le monde croyait qu'il était. La performance était impeccable. C'était la partie la plus horrible. Un soir pluvieux,
Alors que Ryan prenait une douche à l'étage, j'ai finalement déverrouillé le tiroir de son bureau à domicile qu'il ne m'a jamais permis de toucher. À l'intérieur se trouvaient des copies soigneusement organisées de mes polices d'assurance, de mes actes de propriété, de mes dossiers financiers et de mon testament mis à jour. Mon estomac s'est violemment tordu. Mais ce n'était pas le pire. Sous les papiers se trouvaient 2 billets d'avion pour le Costa Rica. Sens unique. Un billet portait le nom de Ryan. Le second appartenait à une femme nommée Vanessa Reed. Dès que j'ai vu le nom, mon sang s'est refroidi. Vanessa était l'une des plus jeunes professeurs de yoga de son studio. 26 ans. Beau. Sourire brillant. Cheveux longs et foncés. Je me suis soudain souvenu de la façon dont elle touchait toujours le bras de Ryan pendant les fêtes, de la façon dont ils échangeaient de petits regards privés dont je me suis convaincu un jour qu'ils ne signifiaient rien. Tout en bas du tiroir, soigneusement plié sous les billets, se trouvait une note manuscrite. Une fois que tout sera clair, nous serons enfin libres. J'ai dû m'asseoir parce que mes jambes ont failli lâcher sous moi. Et soudain, tout le cauchemar est devenu horriblement simple. Ryan ne m'a jamais aimé. Pas vraiment. Il aimait l'avenir, il croyait que ma mort l'achèterait. 3 jours plus tard, mon avocat a discrètement organisé une rencontre avec les détectives. La police m'a conseillé de ne pas affronter Ryan directement. Il voulait des preuves. Timing. Une preuve qui détruirait toutes les excuses possibles. Alors ensemble, nous nous sommes préparés pour une dernière nuit. Un dernier verre de thé. Ce soir-là, Ryan semblait inhabituellement affectueux. Il a enroulé ses bras autour de moi dans la cuisine et m'a embrassé plus longtemps que d'habitude. « Tu sembles fatigué ces derniers temps », murmura-t-il doucement. J'ai forcé un sourire faible. Peut-être que je vieillis juste. Il a brossé doucement mes cheveux derrière mon oreille. « Ne dis pas ça », murmura-t-il. J'ai besoin que tu sois en bonne santé depuis très, très longtemps. L'ironie m'a presque rendu malade. À 22h14, des caméras cachées ont enregistré Ryan préparant à nouveau la boisson. À 10h19, les détectives qui attendaient à proximité ont reçu mon signal. À 10h22, Ryan est monté à l'étage en portant le verre fumant dans ses mains. Et à 10h23 exactement, des policiers sont entrés dans ma chambre. Je n'oublierai jamais l'expression de son visage. Pas de culpabilité. Pas de regret. Choc. Choc pur et authentique. Comme s'il croyait vraiment qu'il était trop intelligent pour se faire prendre. Ryan a tout nié immédiatement. Il a insisté sur le fait que ces substances étaient des remèdes à base de plantes inoffensives destinées à m'aider à dormir. Mais des tests médico-légaux, des enregistrements cachés, des documents financiers, des antécédents de recherche et des semaines de preuves ont déchiré ces mensonges morceau par morceau. Les enquêteurs ont ensuite découvert quelque chose d'encore plus sombre. Pendant près d'1 an, Ryan a étudié en ligne des méthodes d'empoisonnement à long terme indétectables. Et Vanessa ? Elle savait tout. Chaque texte. Chaque plan. Chaque pas. Ils ont tous deux été arrêtés. En quelques jours, l'histoire a explosé dans les chaînes d'information locales et sur les réseaux sociaux. Les journalistes obsédés par chaque détail, la différence d'âge de 30 ans, les caméras cachées, la riche veuve, le charmant professeur de yoga empoisonnant secrètement sa femme. Un titre dégoûtant l'a même qualifié de « Le complot empoisonné du mari yoga ». Des amis m'ont appelé sans arrêt après l'annonce de la nouvelle. Certains ont pleuré. Certains se sont excusés de ne jamais avoir pris la parole plus tôt. D'autres ont admis qu'ils avaient toujours soupçonné que Ryan se souciait plus de mon style de vie que de moi. Mais honnêtement, plus rien de tout cela n'avait d'importance. Parce que la vérité la plus dure n'était pas de découvrir que Ryan voulait mon argent. La vérité la plus dure a été de réaliser à quel point je voulais désespérément croire que quelqu'un pourrait m'aimer à nouveau après avoir perdu mon premier mari. Cette solitude m'avait aveuglée. Les mois qui ont suivi ont été brutaux. Séances de thérapie. Nuit blanche. Des crises de panique à chaque fois que quelqu'un me tend un verre. Parfois, je me réveillais haletant après avoir rêvé que Ryan se tenait à côté de mon lit en souriant doucement tout en tenant un autre verre de thé. Mais petit à petit, la vie est revenue. Ce n'est plus mon ancienne vie.
Un autre. Plus silencieux. Plus fort. Réel. Au printemps dernier, j'ai moi-même vendu la maison de plage en Floride. Pas parce que je devais le faire. Parce que pour la première fois depuis des années, je voulais avoir un contrôle total sur mon propre avenir. J'ai acheté une maison plus petite près de Savannah, en Géorgie. Il y a maintenant un jardin dans l'arrière-cour. Une petite salle de lecture donnant sur les arbres. Carillons éoliens suspendus près du porche qui chantent doucement au coucher du soleil. Et plus personne ne m'appelle ma douce femme. Curieusement, je préfère que ce soit comme ça. Chaque soir avant de me coucher, je prépare mon propre thé. Camomille. Miel. Rien d'autre. Puis je m'assois tranquillement à côté de la fenêtre et je me rappelle quelque chose que j'ai appris trop tard. La solitude peut convaincre les gens d'ignorer le danger. Mais la survie vous apprend à faire à nouveau confiance à votre instinct.